Bienvenue sur HR Vibes, le podcast dédié à la communauté ressources humaines. Je suis Thomas Dorilnec, Value Advisor au sein de SAP SuccessFactors. Dans un monde où le travail n'a jamais changé aussi rapidement et profondément qu'aujourd'hui, où le talent est vital, rare et toujours en mouvement, il existe une opportunité collective de changer le travail pour de bon. Aujourd'hui, nous allons discuter du bien-être avec une véritable question de fond et le bien-être au travail, est-ce possible ? Nous avons une invitée de marque aujourd'hui, Claudia Sénic, qui est professeure à la Sorbonne Université et à l'École économique de Paris, directrice de l'Observatoire du bien-être et auteure de nombreux ouvrages à ce sujet. Claudia, bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons discuter donc du bien-être et tout d'abord peut-être les principaux leviers du bien-être au travail. Pouvez-vous peut-être nous faire un petit tour de ces différents leviers ? Oui, dans l'abondante littérature qui est consacrée à ce sujet, je crois qu'on peut distinguer 4 ou peut-être 5 grandes catégories qui sont l'autonomie, les perspectives de carrière, le sentiment les relations humaines, qu'on pourrait appeler le capital social, et puis la question du sens, auquel on pourrait aussi ajouter l'importance de la structure des rémunérations dans l'entreprise ou dans l'organisation. Très bien. Et si nous regardons un peu plus en détail et nous allons sur le premier levier qui est l'autonomie, que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Donc l'autonomie, c'est le sentiment de contrôle qui est un facteur important du bien-être en général. Dans le travail, c'est la possibilité de s'organiser évidemment comme on veut. Enfin, c'est la latitude décisionnelle. Et on le remarque de plusieurs manières. Par exemple, si on pense à la définition du bonheur en général par le psychologue Csikszentmihalyi, qui a beaucoup travaillé là-dessus et beaucoup écrit, pour lui, la situation même de bonheur, c'est ce qu'il appelle le flow. C'est une situation dans laquelle on est en train de travailler, en train de faire une tâche qui est pas trop difficile, enfin, il y a une bonne relation entre la difficulté de la tâche et les compétences de la personne qui la réalise. Si c'était trop difficile, on serait dans le stress et l'échec. Si c'est trop facile, on est dans l'ennui. Donc il faut qu'il y ait un bon équilibre. Et à ce moment-là, on réalise cette tâche, on progresse, et tout à coup, le temps n'existe plus. Et ça, c'est le bonheur. Et c'est intéressant de voir que cette image du bonheur, il la trouve dans le travail même. Donc ça, c'est le flow, et évidemment, ça dépend du contrôle qu'on a sur ce qu'on est en train de faire. Et à l'inverse, une situation où on n'est pas en contrôle et donc le bien-être n'est pas là, c'est la situation moi j'appellerais ça double bind. Donc on a un objectif difficile à réaliser et puis on n'a pas les moyens de le faire ou on n'a pas on n'a pas de liberté pour s'organiser et donc on est comme tiraillé entre deux liens contradictoires. Donc là c'est le contraire du contrôle, c'est voilà les doubles liens. Aussi quelque chose une notion plus récente que Richard Thaler a appelé sludge, donc c'est un économiste comportementaliste. Donc sludge, en fait, ça désigne une sorte de matière visqueuse qui empêche d'avancer, mais en fait, ça fait aussi penser à une contraction entre slow et nudge, c'est-à-dire quelque chose qui vous ralentit. Alors c'est quoi ? Il s'agit de toutes ces procédures bureaucratiques, la standardisation des process qui ont été mis en œuvre, on comprend bien pourquoi, par des grandes entreprises multinationales qui avaient besoin de s'organiser de manière un peu systématique, mais du coup, pour le travailleur, ça fait qu'à chaque étape, il faut remplir, aller sur un site, etc., faire du reporting, et ça le freine, ça le ralentit, et ça le dépossède finalement de cette liberté d'organisation. Je peux aussi citer un dernier élément, c'est un ouvrage que j'aime beaucoup qui s'appelle Éloge du carburateur du philosophe Matthew Crawford, qui est à la fois philosophe et aussi mécanicien, en fait un passionné de moto, et pour lui le travail bien fait et bien compris, l'intelligence même du travail, c'est la même que celle de la personne qui sait réparer sa moto. C'est-à-dire on comprend de A à Z comment ça marche et on sait dérouler le process de travail du début jusqu'à la fin et on en comprend le sens. Et c'est uniquement quand on le comprend que on est bien dans son travail. Et donc ça, encore une fois, c'est un élément de contrôle sur ce qu'on fait. Donc je retiens aussi pour le point de vue autonomie, j'aime beaucoup ce que vous avez mentionné, le flow. Trouver ce point optimal entre excitation et confort. Je pense que c'est ce que beaucoup de collaborateurs cherchent aujourd'hui. Si je me penche aujourd'hui sur le deuxième levier que vous avez mentionné en préambule, qui est perspective de carrière, que pouvez-vous nous dire ? Là aussi, c'est un élément très important que la recherche en économie du bonheur a mis au jour. C'est le fait que ce qui compte pour quelqu'un, c'est pas uniquement la situation présente, actuelle dans laquelle il se trouve, mais aussi ce qu'il peut anticiper, ce vers quoi il peut se projeter, ses perspectives. Ce qu'on sait devoir arriver influence déjà notre état d'esprit. Si on sait qu'on a rendez-vous chez le dentiste tout à l'heure, par exemple, on est déjà un peu anxieux.
Donc en fait, ces perspectives comptent. Et on a aussi remarqué qu'il y a une sorte de goût, presque peut-être anthropologique, je sais pas, pour des profils de carrière ou des profils de progression ascendants. C'est-à-dire que si on doit vous donner, par exemple, l'ensemble de votre salaire, de votre vie, d'une certaine manière, si on vous préférez en fait le percevoir de manière croissante, c'est-à-dire être un peu moins payé au début et puis ensuite avoir la perspective d'amélioration, plutôt que tout d'un coup ou toujours le même salaire tout au long de la vie, ou bien sûr encore pire de manière décroissante. Ça correspond d'ailleurs au style de management des entreprises des grandes entreprises à l'ancienne, où on entrait en début de sa carrière un peu sous-payé et puis on progressait tout au long de la carrière. À la fin, on finissait un peu surpayé, mais on faisait une carrière maison. Du point de vue de l'entreprise, c'était une manière de retenir l'employé, mais du point de vue de l'employé, pourquoi est-ce qu'il l'acceptait? Justement parce qu'il y a ce goût pour la perspective que les choses vont aller de mieux en mieux. Et donc des perspectives de carrière, de progression salariale, mais pas seulement, aussi en termes de responsabilité, compétences, etc. Très bien, donc le point de vue autonomie comme premier levier, le deuxième perspective de carrière, et le troisième que vous avez mentionné, c'était aussi le capital social, les relations humaines et inclusion. Voilà, donc on appelle ça capital au sens où c'est l'ensemble des relations que l'on forme au cours du temps avec ses collaborateurs dans un groupe, une organisation, un collectif, et qui génèrent de la confiance et de la possibilité de soutien, et qui se construisent donc au cours du temps et qui ont un rendement, non pas financier ici, mais plutôt en termes de comportement collaboratif, coopératif, en termes de confiance. Donc est-ce que je peux demander de l'aide à des gens? Est-ce qu'il y en a qui me consultent? Et justement, le sentiment aussi de se sentir consulté quand des décisions sont prises. Il y a rien de pire que d'arriver à une réunion et apprendre qu'il y a une réorganisation, on n'a pas été consulté. On a l'impression d'être comme ça, ballotté, sans aucune considération. Même si son avis n'est pas décisionnaire, c'est extrêmement mobilisateur d'être consulté avant que les choses ne soient décidées. Donc ça, c'est le sentiment de l'inclusion, les relations entre collaborateurs. Voilà, nous, on appelle ça capital social, ça va plus vite. Et vous mentionnez en avant-dernier point, un sujet qui est aussi d'actualité pour quasiment toutes les entreprises, qui est le sujet du sens, du purpose. Que pouvez-vous nous dire? Voilà aussi, c'est un thème on discute beaucoup récemment, peut-être à cause ou grâce, je sais pas, au livre de David Graeber, Bullshit Jobs, donc à contrario des métiers qui n'ont aucun sens. Donc il est important pour des travailleurs de se sentir que ce qu'ils font a un sens. Alors d'abord un sens pour eux, au sens où ils utilisent leurs compétences, ils apprennent des choses, ils se développent, donc ils sont pas en train de perdre leur temps. Donc ça a un sens pour eux. Ensuite, il y a un deuxième niveau de sens qui est ce que je fais, est-ce que ça sert vraiment les objectifs de mon entreprise. Donc le travail est bien pensé, ça va dans le bon sens et je suis content, je sens que je contribue, je sens que je suis productif. Et puis le troisième niveau, évidemment, peut-être dont on parle le plus en ce moment, c'est l'impact de mon entreprise ou de mon organisation sur le monde, sur la société. Est-ce que je suis fière de dire que je travaille dans cette entreprise quand je rencontre des gens, ou au contraire, est-ce que j'ai pas très envie? Est-ce que je m'identifie aux valeurs ou à l'impact de l'entreprise sur le monde? Et c'est important que ces trois sens coïncident aussi, parce que parfois on peut être dans une entreprise très très agréable, dans laquelle il y a une très bonne ambiance et on est très heureux, et en même temps ce que fait l'entreprise ne correspond pas à ses propres valeurs. Donc la congruence entre ces trois niveaux de sens, c'est une condition importante du bien-être aussi. Effectivement, on retrouve cet équilibre au niveau des valeurs, du sens, au niveau individuel, au niveau de l'organisation et au niveau de contribution de monde à la société comme un sujet d'actualité essentiellement aussi pour les jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Vous avez mentionné un dernier point qui a aussi attiré mon attention, c'était la répartition des rémunérations. Oui, donc là aussi, ça vient d'un des thèmes les plus intéressants pour les économistes du bonheur, c'est le fait qu'on ne s'intéresse pas uniquement à sa propre situation ou à sa propre rémunération en l'occurrence, mais aussi à celle des autres et à la comparaison entre sa rémunération et celle des autres, les écarts de rémunération. Et donc la manière dont les rémunérations sont définies, dont elles varient, comment est-ce qu'on... Enfin, donc... Tout ça, ce sont de pures interactions sociales, c'est-à-dire que même si ça n'a pas d'impact sur moi, le fait de savoir que quelqu'un qui fait le même métier, exactement la même fonction, gagne plus, ça peut être une source de frustration et d'envie et de démotivation. Mais savoir que quelqu'un qui occupe un échelon managériel plus élevé, que potentiellement je pourrais atteindre dans quelques années, à une rémunération plus élevée, ça peut avoir un impact au contraire motivant, puisque c'est une perspective. Donc ça joue de manière diverse, et ça pose quand même la question de la transparence.
qui est quelque chose que de plus en plus on a envie d'accroître, parce que la transparence des rémunérations, c'est aussi le gage de justice, de bon fonctionnement, enfin c'est la gouvernance. Donc on a tendance à penser que la transparence c'est bien. Mais d'un autre côté, la transparence, ça attire l'attention des gens sur ce sujet qui est potentiellement un peu délicat, parfois un peu toxique, donc à manier avec précaution. C'est intéressant ce que vous dites pour la partie rémunération, car je pense à deux choses. La première, c'est des sites type Glassdoor, où on peut recenser les différents salaires et liés aux différents emplois. Et la deuxième chose que ça me fait penser, c'est effectivement cette... moi, je dirais peut-être tendance qu'on observe maintenant dans les différentes job descriptions, où on met systématiquement le salaire pour un poste dédié. C'était quelque chose qu'on ne voyait plus beaucoup, et certaines industries, on commence à le revoir de plus en plus. Sur un dernier point, je pense qu'il est aussi très important pour la partie bien-être au travail, c'est tout ce qui va être identité et culture d'entreprise. Que pouvez-vous nous dire ? Mais justement, en fait, tous ces grands leviers du bien-être au travail jouent toujours, mais plus ou moins selon les cas, selon les situations et selon les entreprises. En fait, dans une entreprise, quand les gens travaillent ensemble pendant un certain temps, émerge une espèce de culture, c'est-à-dire un ensemble de pratiques, d'anticipation, de valeurs informelles qui font qu'on se coordonne facilement sans avoir besoin de se parler, et on sait quelles sont les valeurs qu'on partage. Et donc, parmi ces valeurs, il peut y avoir plus de poids accordé, par exemple, à l'égalité des rémunérations, ou bien plus de poids accordé à des carrières ascendantes. Donc le poids relatif de ces différents facteurs est différent selon les organisations, et donc c'est important de le mesurer, justement, si on veut aller dans le sens de davantage de bien-être. C'est important de pouvoir identifier pour chaque entreprise ou pour chaque organisation quelle est un peu sa recette, quelle est son identité, sa culture d'entreprise, sa recette du bien-être au travail. Merci beaucoup, Claudia. Donc, en conclusion, on peut retenir que le bien-être au travail, c'est possible. Il s'agit d'identifier ses principaux leviers et mesurer avec force lesquels on veut activer dans chaque organisation. L'un des points aussi importants, c'est bien entendu la culture d'entreprise, et s'assurer qu'il y a un bon match entre cette culture d'entreprise et ces différents leviers du bonheur. Merci beaucoup, Claudia. Merci à vous.